parle d'Indiens d'Amazonie et qui sont confrontés à un problème similaire à celui de Bonnel. Souci neurologique dû à sa syphilis, qui vont l'amener à la mort, si vous voulez, et dans l'univers dans lequel il vit, sa maison, presque hantée par un personnage qu'il ne voit pas. Et il est de plus en plus paranoïaque avec ça, et puis un matin, c'est là où la situation devient intéressante, quand il va devant son miroir, il ne se voit plus. Et ça lui crée une crise terrible d'angoisse. Mais quelques animaux arrivent peut-être à reconnaître leur image dans le miroir, peut-être chimpanzés, peut-être les corbeaux, les éléphants, et les humains, il y a un moment donné dans votre vie où vous avez pu être confronté à votre image et le reconnaître comme étant vous. Il semblerait, suivant la psychanalyse, que tout n'était pas... Alors c'est Lacan qui a établi, je ne vais pas parler de tout ça, qu'il appelle le stade du miroir, qu'il avait emprunté à un autre psychologue qui s'appelait Vallon. Et c'est vrai que quand on observe un bébé dans cette période-là, qui finit par se reconnaître dans le miroir, il y a une jubilation étonnante qui apparaît sur son visage, le fait qu'il se reconnaisse. Que Lacan appelle une assomption jubilatoire. Donc il n'est pas improbable que votre reconnaissance dans le miroir, même si vous n'avez pas été en face d'un miroir, vous constitue comme la présence de votre visage comme image. Dans des situations pathologiques comme celle de Maupassant, j'appelle parfois la schizophrénie, c'est terriblement angoissant de ne pas avoir son image dans un miroir. Pour ce qui concerne Bonnel, il s'agit d'une autre chose, puisqu'il s'agit d'une façon de penser le monde chez ces Indiens inuits. Je n'ai pas pensé à le traiter comme ça, puisque je voulais poser une équivalence possible entre ceux dont nous parlerons à propos des peintures rupestres, puisqu'on devait avoir des images sur la grotte Chauvet, qui n'auront pas lieu, bon. Et la possibilité d'imaginer que nos ancêtres de cette époque-là, c'est-à-dire la grotte Chauvet, c'est à peu près 37 000 ans, étaient exactement comme nous. Évidemment, on n'avait pas les représentations que nous avons, et elles étaient certainement plus proches des Indiens que celles que nous pouvons imaginer. Si bien que ce monsieur dont avec un autre bouquin qui était sa thèse, très impressionnant, qui s'appelle « Penser l'autre » chez les Indiens. C'est-à-dire comment ils pensent déjà leurs congénères, les voisins, et peut-être plus ou moins les Blancs. Quand une occurrence se présente, le film qu'avait M. Desailles s'est mis à brûler, pendant qu'il le projetait, comme si vous projetez un film, et puis ça se met à cramer. Lui, il dit, le film avait effectivement brûlé dans l'appareil. J'étais accablé. Bon, après je saute tout ça. Et puis il se rend compte que quelques-uns des personnages qui avaient assisté à la projection se mettent à rigoler, comme ça, un sourire narquois, devant la machine. Lui, Desailles, il dit, ça me rend furieux de voir ce type se foutre de ma gueule. L'autre s'approcha du projecteur, posa une main sur l'appareil et se mit à chanter. Je me tournais, l'air interrogateur, vers le premier. Il me dit en souriant, il chante pour calmer les visions. Quand les visions sont trop fortes, elles le rendent malade. Ta machine à image est malade. Il va tenter de la soigner. Alors, si vous voulez qu'on chante quelque chose, peut-être on va soigner la machine à bonnet. Bon, quel était l'intérêt des questions que je voulais poser? Bon, comme je dis à Bonnel, moi je ne fais pas de conférence, j'essaie de partager un certain type de questions, dont la question qui était proposée, c'était des images. En réalité, je voulais mettre de l'image, c'est-à-dire du concept de la notion d'image, depuis la grotte Chauvet qui est un repère, à nos jours. Ici,
je vais commencer par peut-être des termes un peu comme ça, un peu poétiques, que vous connaissez peut-être. Le mot prolégomène, vous connaissez ça? Bon, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je vais vous donner la définition, si vous voulez, si je retrouve le prolégomène. C'est ce qui est avant une quête qui va vers une question. C'est avant de dire, en grec. Donc avant de dire, c'est ce que je suis en train de faire. Les prolégomènes que je vais mettre ici seront un peu des circonstances pour se demander à quel moment on s'est peut-être interrogé sur la question des images, et depuis longtemps, avec notre regard actuel ou le regard de certaines époques. Parmi les questions qui ont pu se poser, je vais faire appel à un penseur, un stoïcien, qui s'appelait Pline l'Ancien, qui, comme vous le savez sans doute, est mort quand il dirigeait une partie de la flotte romaine et qui passait juste au moment où le Vésuve a produit son éruption qui a enseveli Pompéi et Herculaneum. Pline l'Ancien était un personnage remarquable. Il avait créé peut-être ce qu'on appelait une encyclopédie sur 37 volumes où il raconte des tas de choses, et particulièrement des questions autour de la question de l'image. La première question qui s'était posée, alors la date de l'éruption du Vésuve on est presque assuré que ce serait le 28 août 79, de l'an 79, après Jésus-Christ. Au moment où, lui, étant un personnage comme important, fait arrêter ses bateaux, envoie des bateaux sur Terre pour récupérer peut-être des gens qui seraient sauvés. À l'époque, Pompéi comptait à peu près 20 000 habitants. Aujourd'hui, on n'en a retrouvé que 1200 peut-être. Donc il y allait avec un intérêt comme ça, puis il s'est un petit peu égaré avec les gens qui l'accompagnaient, et un peu plus loin qu'à Pompéi, il est mort, et depuis presque toujours, on supposait qu'il était mort asphyxié. En réalité, les considérations actuelles qui permettent de le penser, il est mort peut-être de crise cardiaque. Il avait 56 ans, et le texte qui raconte tout ça a été écrit par son neveu, qu'on appelait Pline le Jeune, et qui était présent durant ces circonstances. Qu'est-ce qu'il s'intéresse en se demandant quelle est l'origine des images? Il faut que je retrouve quand même, je perds un peu la mémoire. Donc, l'origine des images, pour Pline, c'est très intéressant. Donc, c'est tiré de l'histoire naturelle, qui est l'ensemble encyclopédique dans lequel il raconte soit des récits comme ça, qui rappellent des réalités qui rappelaient la Grèce ancienne, et il dit, voilà, la naissance de la peinture fut le résultat d'un acte de désespoir. Alors pourquoi désespoir? Parce que une jeune femme venait de passer la nuit avec son compagnon, et son compagnon partait à la guerre le lendemain. Et ne pouvant pas dormir, elle regardait son compagnon, là, comme ça, sur le lit, et elle a eu une idée géniale de prendre une lampe, de mettre son doigt dans la suie, et de poser la lampe de sorte à dessiner le contour du visage de son amoureux qui partait à la guerre le lendemain. Voilà comment Pline imagine que dans la Grèce antique, peut-être au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il n'écrit pas la date, ce serait l'origine de la peinture. L'origine de la peinture. Et pourquoi des sapiens, à un moment donné, sont mis à mettre des choses sur les parois de certaines grottes? Alors on va faire une généalogie assez rapide, si vous voulez, de ces grottes. Hein. On a pris la grotte Chauvet, qui est certainement peut-être une des plus remarquables aujourd'hui, parce qu'on peut appeler l'esthétique, mais elle ne rend pas d'image. En plus, j'avais un petit film qu'on ne peut pas projeter ici sur la grotte Chauvet, qui aurait permis quand même de visualiser plus directement le sujet en particulier
que je vais lui montrer pour l'associer avec des représentations, mais on va le faire verbalement. On n'a pas d'image. Mais peut-être vous avez vu, ou pas, des images de la grotte Chauvet. Lascaux, encore plus. Donc vous avez au moins 3 grottes aujourd'hui dont on a fait des copies en France, c'est-à-dire des répliques. La grotte Chauvet, il y a une réplique. Lascaux, il y a une réplique. Et puis, c'est en train de se terminer à côté de Marseille, la grotte Cosquer qui est sous l'eau. Et au mois de juin, je pense que vous pourrez voir aussi le facsimilé de la grotte Cosquer si vous allez du côté de Marseille. Les questions sont complexes de savoir comment et pourquoi des images ont été projetées de telle sorte et avec une telle qualité esthétique sur des parois. Il y a eu des explications, au moins les 2 plus grands préhistoriens français, l'abbé Breuil, à la fin du XIXe siècle, ou le roi Gourand, ont trouvé des idées à Lascaux, puisque la grotte Chauvet a été découverte en 1994, Lascaux en 1940. Donc il y a un décalage. Le décalage en du temps, la grotte Chauvet c'est 36-37 000 ans, Lascaux 16-17 000 ans, 20 000 ans d'écart. Vous imaginez quand même que 20 000 ans ce que ça veut dire. Il y a quelques similitudes, alors on peut faire tout le registre des animaux qui sont présentés, qui sont un petit peu différents et sur des formats différents sur le roi Lascaux que la grotte Chauvet. Donc j'avais envisagé de projeter au moins 2 séquences de la grotte Chauvet, une séquence avec des chevaux, une série de chevaux, qu'on voyait de profil, pour considérer déjà la façon dont le mouvement était présent dans ces images. Et une deuxième image, il y en avait plein d'images, qui est des lionnes qui chassent. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Vous avez une série d'images, vous avez 7 ou 8 lionnes. On dit que c'est des lionnes, mais on ne sait pas très bien si à l'époque, les lions, il n'y a pas de crinière. Et soit effectivement c'est une chasse collective, mais ça indique un mouvement. Le lien entre le mouvement, déjà, qui correspond à la question de l'œil. L'œil, c'est le mouvement. Alors ça, c'est une autre question que nous verrons, si vous voulez, aussi avec les Indiens, qui, quand ils voyaient un film, pour eux, ça ne pouvait être que quand on circulait sur une... J'imaginais pas le mouvement d'un film, ça n'a pas de sens, des choses qui bougent. Donc ils ne pouvaient l'imaginer que s'ils étaient sur un radeau, sur la fleuve d'Amazon, le mouvement. C'est une des premières données singulières qui est déjà incroyablement présente dans la grotte Chauvet et qui rappelle en partie ce qu'ira Pagliari. Pagliari, en 40, le 26 septembre 40. Il n'a jamais vu la grotte de Lascaux. Il était quand même au courant. Enfin, je pourrais vous lire des phrases où effectivement déjà, un peu comme Derrida, ou un peu Merleau-Ponty, des gens à qui je fais un peu appel, présente déjà une comparaison possible entre ces formes de représentation et le mouvement qu'aujourd'hui on a dans le cinéma. On est tellement immergé dans l'image aujourd'hui qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça signifie. Donc j'avais prévu, avant que ces circonstances arrivent, d'envisager de décrire des observations que j'ai faites démarrer autour de Jacques Derrida. Vous connaissez le philosophe Jacques Derrida? C'est une philosophie qui n'est pas facile. Et j'étais parti sur une formule, ça vous pouvez le voir sur Internet, qui est tirée d'un film dans lequel Jacques Derrida est interviewé. Un film qui s'appelle Ghost Dance, la danse des fantômes. Il est interviewé par une jeune comédienne qui s'appelle Pascal Augier. Il est interviewé à l'année 82 et en 84, Pascal Augier, vous avez peut-être la voir dans un film de Romer qui s'appelle Les Nuits de la pleine lune. Vous l'avez vu ce film? Oui. Et puis, elle interviewe Derrida autour d'une question: croyez-vous aux fantômes? Voilà,
Donc vous avez toute une longue séquence, parce que Derrida a écrit là-dessus. Il a écrit déjà un bouquin, il a beaucoup questionné cette question-là. Il ne fait pas tourner des tables, là. C'est pas des fantômes avec des bras. Hein. C'est une question, et quand il la pose, c'est très troublant si on revoit le film, pour deux raisons. C'est facile à voir, ça dure 5 minutes. Hein. Le film est chiant, mais l'interview que vous trouvez sur YouTube peut-être est passionnante à propos de qu'est-ce qui reste de traces quand on a des images. On trouve ça chez Benjamin, mais après c'est très élaboré. Donc il avait écrit un bouquin qui s'appelait déjà Le spectre de Marx, de Karl Marx. Le peintre, et puis je reviendrai si vous voulez tout à l'heure sur Vasari, je cherche Vasari. Bon, excusez parce que je vous dis, je ne fais pas des conférences. Hein. Je travaille là-dessus, et puis je reviendrai. Voilà. Je prends, si vous voulez, des peintres de la Renaissance, parce qu'au départ aussi j'avais prévu de vous présenter un peintre qui me tient à cœur, mais je vais prendre un contemporain. Ce peintre qui me tient à cœur, les images, elles étaient ici ou pas, qui s'appelle Paolo Uccello, et peut-être vous connaissez un de ces tableaux qui s'appelle La bataille de Saint-Romain, qui est présente peut-être parmi vous. Vous avez pu le voir, dans lequel le principe du mouvement, la dernière fois que je l'ai vu à Londres, il y a 3 tableaux. Un qui est à Florence, un qui est au Louvre, et un qui est... C'est une espèce de triptyque qui raconte une bataille entre les Siennois et les Florentins. Et celle de Londres est fascinante. Moi, je l'avais revu il n'y a pas très longtemps, si vous voulez. On est devant, effectivement, une proposition où la perspective se présente comme quelque chose qui serait du cinéma. On est toujours dans cette idée du mouvement, si vous voulez. Curieusement. Comment ces humains, ces sapiens, comme on dit, il y a 37 000 ans, si on se pose la question, parce qu'elle n'est pas tellement posée, on ne sait pas très bien ce qu'ils faisaient là-dedans, les hypothèses qui avaient été faites sur Lascaux, soit par Georges Bataille, soit par... ne tiennent pas le coup. Puis il y a eu des hypothèses par quelqu'un que j'ai failli rencontrer, qui a aussi travaillé sur la grotte Chauvet, qui habite à Foix, là j'ai oublié son nom, qui lui considérait, il a fait 2 bouquins avec un Américain, Williams, que c'était des cérémonies chamaniques. Bon, il se trouve que le chamanisme, je connais un peu, j'ai consacré 3 ans à en parler un petit peu, donc je suis pas là pour évoquer ça, sinon que cette société consomme une des plantes connues de l'Amazonie, moi j'en ai pris, qui s'appelle ici Nishipae, et qui au Pérou s'appelle ayahuasca, c'est un truc qui est à la mode aujourd'hui. Et quand vous vivez ces choses-là, vous avez des hallucinations qui peuvent durer longtemps, comme si vous étiez à l'intérieur. C'est d'ailleurs le projet que je ne traiterai pas aujourd'hui, de ce qui advient très clairement sur la réalité virtuelle, qui est en train de se dessiner de plus en plus dans notre société. Et mon sujet, donc, c'est des prélégomènes à la question sur la réalité virtuelle, sur la robotique. Et curieusement, j'ai entendu ce matin sur France Culture des gens qui parlaient d'un film qui vient de sortir, qui traite de ça, qui est diffusé dans les salles, je crois, il y a 2 ou 3 jours, qui s'appelle Les 5 niveaux du cerveau, qui essaie de faire un lien entre, effectivement, notre système nerveux, dont on va reparler, et puis l'intelligence artificielle. C'est ma question que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais c'était l'objectif des prolégomènes, jusqu'à remonter finalement à la grotte Cosquer, ou à la grotte Chauvet, où on peut à minima considérer que la relation qu'avaient ces sapiens devant ces images, ben, ils ne faisaient pas ça ni pour faire joli. La grotte Chauvet fait à peu près 500 mètres de long. Il n'y a pas une continuité du récit, sauf peut-être dans ce que je voulais vous montrer, la chasse des lions sur des bisons. Et à ce titre-là, j'aurais dû faire une comparaison entre la façon dont les Ioniquois, c'est-à-dire les Indiens dont je vous parle, eux, considèrent la chasse. Nous avons affaire à une société de chasseurs, collecteurs ou cueilleurs, ça dépend, mais la priorité est la chasse. La chasse a une particularité pour eux de se révéler dans diverses circonstances, c'est-à-dire dans les rêves. Donc tous les matins, en général, dans beaucoup de tribus, enfin, éparpillées,
on règle là-dessus, et ce qu'on appelle le chaman, hein. À l'Amazonie, il y a 30 ans, le mot chaman n'existait pas. Enfin, prenons cette catégorie, essayer d'évaluer quelle sera la possibilité de se nourrir. Donc je vais prendre, si vous voulez, des choses très très simples, avant de revenir à ces conditions, sur la chasse, page 44. Bon, ça c'est notre bouquin, il y a deux bouquins là-dessus. Voilà ce que dit l'auteur des Indiens. En sauvegardant un certain équilibre entre les besoins du chasseur et ceux de l'espèce chassée, l'homme Oniqui s'assure un approvisionnement en viande durable et sûr. Si vous êtes là, si je suis là, nécessairement, vous descendez d'un ancêtre, au moins sapiens, ça c'est certain. Vous avez quelques gènes du néandertalien, vous savez, peut-être chez nous. Il y a 3 espèces assez proches du sapiens, le néandertalien, et les humains qu'on a retrouvés il y a quelques années, à Denisova, en Sibérie. Et comme on a pu se mélanger, nous les sapiens, avec ces êtres, il reste en nous des traces très spécifiques sur notre ADN de cela. Pour les Denisoviens, dont ça concerne un peu la plupart d'entre nous, qui sommes en Europe, et aussi les grottes particulières dont nous parlons, avec le style qu'elles ont, sont en Europe jusqu'au néolithique, alors qu'on va retrouver dans le monde entier, à partir du néolithique, des milliers, des centaines de milliers de gravures sur des parois. D'un côté, si vous voulez, on a les peintures rupestres, qui sont sur les parois, ou l'art pariétal, on appelait ça l'art, qui sont l'art des cavernes, une variable. Donc ce qui est fait à l'extérieur, ce qui est fait à l'intérieur. À partir du néolithique, les gens vont plus dans les cavernes, mais ils procèdent aussi à des projections d'images qu'on peut retrouver un peu partout, au Brésil, en Asie. Je vous donnerai les chiffres, ça se compte par centaines de milliers d'images. Dans Tassili. Donc, je reviens un petit peu aux visions. L'univers de ces êtres qui sont nos ancêtres, on leur a appliqué des catégories qu'on appelle l'animisme, le totémisme. Freud a écrit là-dessus. Totem et tabou. Moi je connais bien, on peut pas travailler, c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que, bon, j'ai des mots que j'invente à ma façon. Hein. Il y a même chez Freud ce que j'appelle le préjugé colonialiste. C'est-à-dire ces gens-là, c'est des primitifs, alors qu'en réalité, quand on approche un peu de ces choses-là, leur culture est d'une telle complexité que c'est fabuleux. Par contre, leur survie, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas Carrefour. Donc ce qui se passe, peut-être, dans ce qu'ils voient, ce qu'ils ont produit, parce qu'avant de le produire, il faut rentrer. Quelle est la technicité? Quand je parlerai des peintres, certains peintres, bon, le Tintoret, mais je ne vais pas en parler ici, ou les autres, ben, ils sont allés chez des maîtres, ils ont appris. Ici. La qualité est telle, des représentations, que c'est assez troublant. À quel moment ça a commencé? Pourquoi quelqu'un a fait ça? Pourquoi on est rentré dans des endroits qui sont si loin? Il y a une raison profonde. Cette raison profonde, ce que suppose Benjamin ou ses prédécesseurs, c'est que c'était un lieu de rituel. Lieu de rituel. Qu'est-ce qu'il y avait comme rituel? Alors c'était des rituels chamaniques. C'était des rencontres avec l'invisible, c'est-à-dire des esprits. Le monde est constitué pour ces personnes, mais quand vous le vivez, vous comprenez pourquoi, si vous n'avez pas vécu, on ne sait pas, vous rencontrez des choses qui sont dans l'invisible et qui ne sont pas purement des hallucinations comme celles que pouvaient avoir nos passants. Pour ce qui concerne la chasse d'abord, l'apprentissage de la chasse est à la fois actif et passif. Actif, à partir de l'âge le plus tendre d'un garçon, son premier jouet est un arc et une flèche. Bon, les gens de la Grande-Chevet ne connaissaient pas l'arc. Ils avaient des propulseurs pour chasser, mais ils devaient s'exercer aussi.
Il s'exerce alors et ne cessera ses expériences que lorsqu'il sera un vieillard. Le côté passif exprime dans l'apprentissage par des récits de chasse. En effet, tous les soirs, les chasseurs se réunissent pour échanger des expériences et les observations du jour. Si on ne maîtrise pas tout ce contexte d'une certaine complexité, on est foutu. Pourquoi les Néandertaliens ont disparu il y a 30 000 ans? Peut-être pour des raisons qui ne sont pas dues à la chasse, mais à des organisations sociales, peut-être, qui organisaient mal leur survie. Mais il arrive aussi que les vieux racontent pour la énième fois des histoires de chasse qui datent depuis plusieurs années, voire même depuis plusieurs dizaines d'années. Ils le feront souvent à l'instance des jeunes qui, bien que connaissant déjà ces histoires, veulent les réentendre. Si les récits de chasse mettent toujours la qualité du chasseur-conteur en avant, ce n'est pas sa seule fonction. Ils ont une véritable valeur d'enseignement, puisqu'ils transmettent à travers ces expériences individuelles le savoir du groupe. Bon, je continue ainsi de suite. Il y a une grande complexité des échanges chez ces humains, et je fais des paris que quand la parole, telle que nous avons là, est arrivée, peut-être il y a 100 000 ans, une parole, pas le langage simplement. Le langage et tout ce qui précède les signes du langage sont plus ou moins présents, si vous voulez, là. Je pense qu'il y a un lien entre la symbolique du langage et probablement cette idée de produire des images. Produire des images, ça veut dire quoi? Alors j'avais envisagé, avant de continuer sur diverses formes, les questions que je vais poser, d'éteindre les lumières, là, vous le faites ça, de sorte à se demander ce qu'est la vision, peut-être, avant de continuer à se demander que sont les images. Ça marche. D'éteindre. Oui, on y voit un petit peu. On y voit un petit peu trop. Bon, c'est pas grave. On va quand même, indépendamment de l'expérience que nous n'avons pas faite, vous demander ce que c'est que la vision. Pour produire des images, bon, il faut une technicité particulière, trouver les matériaux et trouver les surfaces sur lesquelles mettre ces images. L'observation sur les grottes, finalement, montre qu'ils vont utiliser des tas d'éléments, si bien que quand on a fait le double de la grotte Chauvet, c'est très intéressant de voir comment on a travaillé sur les doubles. On a travaillé avec du numérique. Donc je fais la différence, que je n'aurai pas le temps de faire aujourd'hui, entre la présence du numérique, qui est assez récente, et tout ce qui est de l'ordre des images qu'on appelle analogiques ou qui viennent des photos. On a des yeux, mais les espèces vivantes n'ont pas toujours eu des yeux. On a aujourd'hui une idée à peu près précise du moment dans l'histoire de la vie, si vous voulez. La vie humaine, dont nous descendons tous ici, finalement, on lui trouve un ancêtre commun, bien que antérieurement, qu'on appelle Lucas. Lucas, c'est un mot anglais qui veut dire last, universal, common ancestor. Donc, ce serait une première entité constituée par quelques cellules qui vont ensuite produire effectivement une efflorescence impressionnante d'organismes vivants, mais ça met des centaines de millions d'années. À partir de 500 millions d'années à peu près, ce qu'on connaît, commencent à apparaître des formes qui préfigurent l'œil. Ça n'a pas des fonctions de vision. Ça permet de réguler simplement les cycles que nous avons encore, de 24 heures par exemple, les cycles biologiques qui constituent le vivant. Il faudra attendre à peu près des dates autour de 430 millions d'années où la nature de l'œil telle qu'elle est proche de ceux dont nous allons parler ici, votre œil, l'œil de ces gens-là, commence à se constituer comme un peu un appareil de photo, si vous voulez. Bon, je ne vais pas vous décrire, je vais le faire un petit peu quand même je voulais le faire pour que vous expérimentiez le noir pendant 40 secondes, si vous voulez. Et quand on aurait rallumé, bon, d'une part, vous auriez été assuré que je serais toujours là, parce qu'il n'est peut-être pas sûr.
vous n'auriez pas pris conscience que pendant le moment où vous n'aviez presque pas de lumière, seules des cellules de votre œil, qu'on appelle les cellules en cône, ne voyaient que le noir et blanc. Et dès que la lumière est arrivée, les autres cellules, qu'on appelle les cellules embâtonnées, qui sont constituées par 3 types, qui ont la couleur rouge, vert, bleu, permettent d'envoyer, si vous voulez, à partir du nerf optique dans le cerveau, le fait de restituer quelque part dans le cerveau, on ne sait pas très bien où, les images que vous voyez. Donc il y a les images, on ne sait pas ce que c'est. C'est votre cerveau, le mien, qui, à partir du moment où des photons se propagent, si vous voulez, pour éclairer ces choses, vous donne une représentation du gris de telle sorte. Mais en réalité, véritablement, on a pu, avec le numérique, procéder de la même façon et d'utiliser des filtres de même couleur, un petit peu pour les cellules en cône, vous avez comme le vert, si vous voulez, et ce qui permet, il y a 2 fois plus de vert que de bride rouge, de transformer le signal des photons qui sont... Alors il y a des tas de cellules que je ne vais pas vous décrire ici, qui sont des récepteurs. L'image est inversée quand elle arrive sur la rétine, et puis elle se rétablit. Évidemment, c'est la connexion avec le nerf optique qui va dans le cerveau, qui est une extension neuronale, si vous voulez, qui permet de faire en sorte que vous voyez. Donc c'est votre cerveau qui voit, ce n'est pas votre œil. Votre œil, c'est une machine complexe. Les travaux actuels dont je ne vais pas vous parler permettent de remonter grâce à des singularités, je veux dire en mot là-dessus. C'est assez impressionnant, puisque l'an dernier, si vous voulez, un laboratoire français qui a travaillé sur un projet pour permettre à des récepteurs de la rétine, si vous voulez, qui étaient abîmés chez quelqu'un, qui ne fonctionnaient plus pour des tas de maladies, d'essayer de les réactiver. Pour les réactiver, le processus complexe, et la personne qui a eu le prix du CNRS l'an dernier, n'est pas une biologiste, c'est une physicienne, et on a réussi à produire un hologramme en nanotechnologie, et cet hologramme a été diffusé par ce que j'appelle des câblages du cerveau jusqu'à ces récepteurs par un virus modifié. Vous voyez déjà, on est sur un truc que je voulais traiter, si vous voulez, l'image du QR code qui a été proposé aussi pour se demander ce que c'est que ça. Mais pas pour l'instant. Si on revient aux images intérieures que vous avez, que nous avons durant les rêves, ou éventuellement, si vous prenez des plantes hallucinogènes, Derrida en parle aussi. J'avais traité ici, comme quelqu'un disait 2 fois, à partir de Miami, parce que le sujet démarrait sur Walter Miami, duquel j'avais tiré quand même un certain nombre de phrases, si vous voulez, mais pas trop pour ne pas être abusif. La première phrase dans son livre qui s'appelle Sur la chiche commence en disant la première impression qu'il a. Donc il écrit et il dit « J'ai vu des esprits derrière mon épaule gauche ». Donc curieusement, après si vous connaissez un petit peu toutes ces particularités des visions d'images qu'on a à l'intérieur de nous, il y a les rêves d'abord. Ces cultures ont vis-à-vis du rêve et vis-à-vis de ces images un particulier intérêt qu'on n'imagine pas. Si bien que quand M. Desailles est allé leur montrer des films de leur propre culture, ou des films qu'il avait ramenés d'Europe, ces gens n'étaient pas tellement intéressés. Ils ne comprenaient pas. Non, il y avait, c'est pas comme vous. Peut-être il y avait 100 personnes qui voyaient des films qui venaient d'Europe, et ils ne voyaient pas tout ce que c'était. Et puis certains lui ont dit, mais à côté des visions qu'on a, nous, avec la plante, Nishipae, bah, c'est rien, nous on sait ce que c'est le cinéma. Les ne le disent pas comme ça. Il faut remonter sur ces considérations. Je vais m'arrêter, peut-être vous voulez me proposer quelque chose? Non, mais on peut monter un petit peu au fur et à mesure. Comment? Non, c'est bon. Ah bon. Donc, on va continuer, si vous voulez, à avoir un historique possible avant de revenir à ces prémices de la grotte Chauvet qui sont un mystère pour moi, absolu. Et comment ces images-là. Je vais essayer quand même, pour vous assurer que je ne dis pas des conneries,
que Benjamin avait déjà dit, et Derrida aussi. Et comme j'ai un truc un peu foutu et qu'on n'a pas les images, je ne le retrouverai peut-être pas, mais c'est pas important. Je peux le faire moi-même sans avoir, si vous voulez, les réponses, parce que je suis parti sur... Bon, oui, alors voilà une phrase tirée de Derrida. Nous devenons, alors c'est tiré d'un livre qui s'appelle Glas, vous voyez, le glas qui sonne. Nous devenons un cimetière des fantômes. L'usage, en effet, des drogues constitue un mode le plus classique d'une provocation méthodique, d'une technique d'appel aux fantômes, mais aussi une méthodologie du contre-fantôme. Ça, c'est dans l'esprit des drogues. Vous voyez qu'on rentre dans des choses un peu bizarroïdes, et plus on avance dans les considérations autour de l'image, on est tellement en direct à l'image, les gens se font massacrer, et c'est devenu un peu banal. On ne prend pas la conscience qu'on vient nous sommeiller là-dedans, sans mesurer de ce dont il s'agit. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, à partir du numérique, est en train de tout transformer ça, et nous avons très peu de recul. Et dans les deux questions que j'aurais posées, étaient celles sur ce qu'on appelle le métaverse aujourd'hui, c'est-à-dire une expérimentation où vous pouvez vous-même vivre, ça existait dans le Second Life, le jour où on mettra un casque visuel, vous pourrez devenir un autre personnage, vous pourrez lui donner les formes que vous voulez, les activités que vous voulez. Mais aujourd'hui déjà, les secteurs dans lesquels ça commence à fonctionner, parce qu'aujourd'hui Facebook s'appelle Meta, ça veut dire en deçà verse de l'univers, de notre univers, c'est-à-dire comme un espace invisible qu'on est en train de créer. Mais ça ne va pas tarder. Enfin, je veux dire, c'est en marche, puisqu'il y a des financements qui sont derrière énormes, que ce soit chez Google ou Amazon et tout ça, et puis surtout Facebook qui traite de ça. Il y a des liens curieux entre les premières propositions d'un cerveau humain, d'un sapiens qui était le même que le nôtre, qui va mettre des images. Pourquoi des images? On ne sait pas très bien. Aujourd'hui, on baigne dans des images. Alors il y a le doute aujourd'hui qui peut s'installer. Le premier doute a été posé par Descartes, par René Descartes. Vous connaissez l'histoire, où il se penche à la fenêtre et il se pose une question se demandant si c'est vrai ou c'est pas vrai. Si ça existe ou ça n'existe pas. Bon, je ne vais pas vous décrire tout ce truc. Depuis Descartes, quand même, il y a eu des points de vue différents. Un, parce que Freud, déjà, indépendamment de Descartes, a imaginé qu'il y avait quelque chose en nous qui nous faisait parfois voir des choses qui n'existaient pas. Appelé des fantasmes. Et une autre catégorie dont je n'ai pas le temps de parler ici, si bien que parmi les gens qui ont remis en cause Descartes, mais ce n'est pas Descartes, il y a un bouquin célèbre qui s'appelle L'erreur de Descartes, peut-être vous connaissez, d'Antonio Damasio, qui est un des plus grands neurologues actuels, où ça avait été déjà proposé par un philosophe anglais qui s'appelle Gilbert Ryle, qui n'est pas connu en France, et qui avait déjà dans les années 50 utilisé pour démonter la pensée de Descartes un terme que je vais emprunter ici, parce qu'il est en lien avec tous les éléments que j'ai, qu'il appelait The Ghost in the Machine. Le fantôme de la machine. Que Arthur Koestler a repris dans un de ses bouquins. Qu'est-ce que ça peut être? Alors à l'époque, quand Ryle écrit ça, c'est pour essayer de comprendre quel est le rapport entre l'esprit et le corps, et ce que Descartes indirectement introduit sans le dire vraiment, c'est l'idée d'une âme quelque part. Comme s'il y avait à l'intérieur de nous. Alors ce n'est pas la même proposition que nous avons aujourd'hui, mais peut-être que chez ces Indiens, ces choses sont là. On n'a pas différencié encore ça, nous-mêmes. Alors il y a plein de questionnements qui ont été posés par des bouquins que j'ai là, notamment Maurice Merleau-Ponty, mais eux-mêmes, chaque fois que ce soit Merleau-Ponty, dans son dernier bouquin, qui s'appelle L'œil et l'esprit, avait écrit sa fameuse thèse sur le visible et l'invisible, qui interrogeait déjà ce que nous ne savons pas, que nous voyons, que nous ne voyons pas. Et peut-être, si vous y réfléchissez ce soir, vous pourrez vous poser peut-être ces questions de ce qui existe vraiment. Ensuite, si on passe aux images actuelles, c'est-à-dire les photographies ou le cinéma, effectivement, ce que peut dire Derrida, c'est que ce sont quasiment quelques fantômes.
Mais cette idée, déjà, si vous voulez, était présente chez déjà plein de chercheurs à l'époque. Donc, je vais vous lire un petit peu des phrases simples pour avoir une idée globale. Merde. Ça n'était pas prévu comme ça. Je reprendrai un petit peu la question des fantômes, si vous voulez, pour... Bon, deux phrases, si vous voulez. Une de Merleau-Ponty, qu'on peut déjà proposer, bon, on ne l'a pas faite par expérience, il dit « Le propre du visible est d'être une superficie d'une profondeur inépuisable. » Bon, déjà, cette phrase est simple, mais vous pouvez la considérer pour une raison simple, c'est que votre œil et votre cerveau et le mien ne cessent de fonctionner. Ne cessent de fonctionner. Donc c'est votre cerveau qui traite sans arrêt ces images, et il peut y avoir des erreurs dans le cerveau. Ou des erreurs qui peuvent apparaître sur les images qu'on vous propose. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas assez attentif à ces choses-là. Benjamin, lui, déjà, disait à propos d'une autre définition de ça, je m'excuse, là j'avais tous les travaux sur des cartes, mais je peux vous emmerder avec ça. Merde, c'est le papier. Attendez, c'est pas un gros problème. Je vais revenir. Ah, c'est celui-là. Bon, écoutez, je suis un peu aujourd'hui de gauche, parce que d'habitude, comme je ne fais pas des conférences, j'ai pris cette habitude de traiter d'improviser, mais là j'ai été dépassé par le fait qu'il n'y ait pas d'image, justement. Et moi, je suis un peu obligé d'inventer mes propres images, faire des analogies qui ne sont pas organisées en fonction des images qui auraient été projetées. L'idée, c'était, à partir du moment où vous prenez conscience, effectivement, que quand vous fermez les yeux, vous retrouvez exactement ce que vous attendez à voir, c'est une dimension que Merleau-Ponty appelle la foi perceptive. C'est-à-dire, vous croyez que ce que vous voyez, finalement, c'est ça. En réalité, c'est pas une question qui est si simple que ça. Pour revenir un peu à l'Antiquité et à des idées posées par Pline, qui reprend les histoires anciennes, il y a un fameux apologue de Pline qui fait se confronter deux peintres de l'époque, un qui s'appelait Zeuxis et l'autre qui s'appelait Parrhasios. C'est assez célèbre. Lui, il raconte des choses qui se passent 3 siècles avant lui. Au 85e Olympiade, donc ça se passe à Athènes, enfin à Olympie, et il y a donc une rivalité entre ces deux grands peintres de l'époque, Zeuxis et Parrhasios, et ils vont s'affronter en produisant chacun un tableau. Zeuxis est un type un peu étrange, ils sont tous étranges d'ailleurs, habitué à travailler sur les ombres et qui a des grandes qualités de dessinateur. Et Zeuxis, on raconte d'ailleurs qu'il c'était quand même des gens étonnants. Quand il est mort en rigolant, il est mort de rire ce mec. Parrhasios, mais c'était un sale bonhomme, enfin un sale bonhomme. C'était un type un peu plus surprenant. Par exemple, c'est un excentrique. Bon, d'abord, il faisait de la pornographie. À l'époque, c'était quand même pas mal. Et il semblerait que même, 3 siècles plus tard, le seul tableau qu'on a gardé de ces gens-là, un aurait été chez Tibère, un tableau pornographique, c'est l'empereur Tibère. Vous voyez, on a ces traces, des traces encore très lointaines d'images curieuses. Une autre histoire aussi qui touche à des images, parce qu'ici j'avais aussi traité une fois de Prométhée. Parrhasios avait acheté à Philippe II de Macédoine, c'était contemporain, c'est le 4e siècle, un esclave, un très bel esclave, pour pouvoir le torturer, de sorte à le prendre comme modèle pour représenter Prométhée. Vous voyez quand même les choses étranges. Donc, à l'occasion de cette rencontre aux Olympiades, Zeuxis arrive avec son tableau, c'est une nature morte, avec des fruits, un peu à la Caravage, magnifique. Tous les gens sont là, non seulement les gens et le jury est ébahi, mais on raconte
que des oiseaux venaient picorer les raisins. Vous imaginez quand même la question. Et puis, c'est le tour de Parrhasios. Parrhasios se pointe, et en fait, il arrive avec sa planche, en bois, et en fait, il y avait un voile devant la planche. Alors je me dis, c'est quoi ça? Et quand il essaie de prendre le voile, en fait, le voile, c'était la peinture qu'il avait faite. Réfléchissez un peu là-dessus, sur ces simulacres particuliers possibles, autour de la question de l'image, autour de ces humains de cette époque-là, nos sapiens faisaient dans ces grottes, ça reste un mystère. Est-ce qu'ils faisaient des cérémonies? Parce qu'il n'y a pas de musiciens ici, mais il se trouve qu'aussi, il y avait des instruments de musique qui ont été retrouvés, pas directement à Chauvet, mais dans une grotte proche de Toulouse. J'en parlais avec un musicien la dernière fois, avec une conque marine, dont il y a 17 000 ans, il y avait déjà des musiques avec des conques marines et des flûtes bien antérieurement. Et des expériences très curieuses dans la grotte Chauvet ont été faites. Personne ne va à la grotte Chauvet, hein. À part les spécialistes, vous n'y rentrez jamais. Moi, je n'ai pas vu Lascaux, mais j'ai des amis qui sont rentrés. Un des auteurs que j'ai là aussi, je voulais en parler, est rentré, c'est Pascal Quignard, et il raconte, mais je vais pas vous parler de ça si vous voulez. Une anecdote aussi, puisque je raconte en fait des histoires plutôt que de faire de la philosophie, alors que j'ai des histoires de philosophie. On a amené des spécialistes de chant dans la grotte Chauvet, au tout début, en projetant des sons sur les parois. C'est très discutable, mais enfin c'est assez troublant. Et le retour phonique qui était mesuré avec des appareils faisait que les fréquences n'étaient pas les mêmes suivant l'endroit de la paroi. Il semblerait, ce qui est encore plus troublant, que ce soit dans certaines zones avec des formes très particulières, que des formes animales avaient été dessinées. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe là-dedans, dans la complexité de ce que pouvait être le cerveau du sapiens comme ceux des Inuits. Et nous, on est envahi par des images, sans véritablement considérer de ce dont il s'agit. On est dans cette foi perceptive, qui aujourd'hui se modifie en fonction de ce qu'on nous apporte par la télévision, par le cinéma et tout ça. Et puis, quand on va arriver dans le métaverse, il va y avoir une problématique quand même de considérer tout ce qui se passe. Dans le métaverse, aujourd'hui, il y a déjà, si vous voulez, des gens qui négocient, dans le porno surtout, dans des gens qui vivent des séquences porno, peut-être ça vous intéresse, mais c'est pas encore très développé. Et puis les crypto-monnaies qui commencent à fonctionner là-dedans. On est en train de rentrer dans un nouveau monde, dont les prolégomènes dont je passais sont ma proposition de question que je vais pas traiter ici. Si vous voulez. Donc voilà un petit peu quelques éléments. Alors je vais faire appel à un dernier, peut-être, pour pas trop vous gonfler, peut-être vous poser des questions sur beaucoup de choses, sur ce que je n'ai pas pu vous montrer, qui était un moment important des photos qui auraient été là, sur ce qu'on appelle les portraits du Fayoum. Vous connaissez les portraits du Fayoum? Alors si vous ne les avez pas vus, je n'ai pas mis le bouquin pour vous les montrer. On avait plusieurs... Non, ça n'a pas marché. Non. Il faut faire un effort d'imagination, hein, parce que ce sont des choses tellement incroyables. Et puis, la façon dont Benjamin parle du portrait, c'est autre chose. Il existe, on a trouvé dans un endroit qu'on appelle le Fayoum, qui est au niveau du Nil moyen, à peu près à une soixantaine de kilomètres de la capitale de l'Égypte, une zone qui a été très très importante à une époque et toujours, pour des tas de raisons, et dans lesquelles on a trouvé des portraits que vous pouvez voir si vous allez au Louvre ou à la National Gallery, qui étaient des portraits faits du vivant des personnes. Et c'est extraordinaire, ces portraits sont fabuleux. Alors si on ne les a pas, évidemment, ça nous gâche beaucoup de choses, hein. Mais pas les images, mais pas voir les portraits du Fayoum, qui étaient un peu centraux. Donc, c'est... Alors, déjà, il peut vous montrer, celui-là, je crois qu'il est à la National Gallery. Voilà, en particulier, le portrait, si on peut dire, dont l'image des personnes avait été faite durant leur vie, peut-être à 18 ans ou à 20 ans, et ensuite, cette image a été posée sur le haut du sarcophage,
Et le sarcophage qui est ici, et c'est un peu comme le QR code, si vous voulez, celui-là, parce que quand les gens riches, vous pouvez s'offrir, si vous voulez, des représentations du livre des morts, c'est un peu quand vous passez à votre carte, et ça c'était pour passer dans l'au-delà. Dans l'image qui est là, est réelle, celle-ci je crois que je l'ai vue, au Louvre on n'a pas celle-ci, donc c'est votre passeport pour aller rencontrer un Nubis et tout ça. Si on ne voit pas les images, on ne pourra pas trop évoquer la nature de ça. Le seul élément dont je peux faire appel, si vous voulez, c'est que ces représentations, dont il reste aujourd'hui dans le monde un millier, un peu partout dans les grands musées du monde, ont été faites au 1er siècle de notre ère et au 2e et 3e siècle. C'est-à-dire on voit des styles absolument étonnants, un peu peut-être comme dans les grottes, le même style, et ce style vient de l'école d'Alexandrie, où Pline parle d'un des grands peintres de l'époque, qui s'appelait Apelle, dont c'était le 4e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'après, on va reculons, comme vous l'avez vu quand on parle des trucs, et Apelle était le seul type qui pouvait chercher des noises à Alexandre le Grand. Il avait beaucoup peint. Philippe II, c'est un des grands peintres, un peu l'équivalent peut-être de Léonard, si vous voulez. Et puis après, on voit effectivement, on n'en parle pas ici, de la sculpture, dont on pourrait parler, mais on en parlera une autre fois, si vous voulez. Et les codes d'Alexandrie, donc quand Alexandre le Grand envahit l'Égypte, il va créer la première ville d'Alexandrie, parce qu'après il y en aura plein, ça s'appelle l'Alexandrie, avec la fameuse bibliothèque. Et c'est là que les gens de l'école d'Apelle, donc des Grecs, qui sont devenus Égyptiens, ont fait ces images, dont vous le voyez ici, que... Ah, il est montré les lions. Bon, on mélange un peu tout là, parce que le cadre que j'avais proposé, c'était de passer à la théorie, passer ensuite à la question de l'œil, comment il s'est créé, tous les éléments, si vous voulez, de l'apparition de l'œil et de notre œil, et les structures de l'œil. C'est un peu complexe, je n'ai pas perdu le temps avec ça, donc c'est plus intéressant peut-être de vous raconter des histoires un peu amusantes, qui peut-être recadrent, indépendamment du fait que nous n'ayons pas les images, justement. C'est bien, hein, parce que là, on est en train de parler des images sans avoir d'images. Et Jean-Pierre fait le tour pour vous montrer un petit peu une partie de la chasse aux lions, mais là, cette image ne permet pas de voir les bisons qui sont attaqués et tout ça. Ensuite, il y avait l'image aussi... Oui, ça c'est chouette. Non, mais sur Lascaux, il y avait une seule image, c'est, peut-être vous vous rappelez, où un bonhomme est chargé par un bison, il est en train de tomber, c'est un classique, peut-être, hein, et sur lequel aussi le Guignard travaille, c'est ce qu'il appelle l'image manquante. Bon, si on n'a pas l'image, c'est un peu absurde. Hein. J'essaie de tenir le coup avec des petits machins comme ça qui, quand même, bon, qu'on s'emmerde peut-être pas trop, mais je n'ai pas développé toute la théorie que Merleau-Ponty, Derrida ou Benjamin traitent. C'est un peu abstrait, mais on est resté dans le concret, puisqu'on a pas eu la concrétude des images. J'ai à peine posé un petit nombre de questions, mais ce serait bien que vous me posiez, vous, ce qui vous est venu à l'esprit dans ces échanges, un peu curieux, puisqu'on n'a pas le principe de l'image qui parle de l'image sans image. C'est quand même pas mal. Donc j'ai essayé d'imager un petit peu par des trucs qui vous permettent un peu d'avoir un imaginaire sur des processus dont vous n'avez pas vu nécessairement des représentations. Bon, là, vous voyez des portraits du Fayot, toujours. On transporte l'image. Je pense que dans cette confiture, qui n'est peut-être pas tout à fait une déconfiture que je vous ai proposée, quelques questions plus précises peuvent être posées sur tout ce que vous voulez, sur les sapiens, sur les diverses projections d'images. Je peux rentrer dans toutes les idées, mais je vous en donne une pour finir. L'époque durant laquelle Lascaux, Chauvet, Cosquer, Altamira et d'autres grottes, en France il y en a à peu près 130 encore, plus ou moins importantes,
Vous en connaissez peut-être au niveau des trois frères, enfin, ainsi de suite. C'est durant une période glaciaire. Durant toute cette période, c'est la période glaciaire, où ces humains se démerdent pour subsister. Durant cette période, les Néandertaliens vont disparaître. Nous avons à côté l'homme qu'on appelle le Totarel, c'est pas un homme, enfin, c'est pas un homme. C'est un hominide, c'est un hominidé. Jusqu'à présent, il avait 450 000 ans. Donc, quand j'avais fait un travail là-dessus sur 450 000 ans. Aujourd'hui, on a découvert de nouveau, puisque progressivement de l'âmelé descend dans les couches, et on est à 530 000 ans dans le crâne de 450 000 ans, et on commence à supposer qu'il est dans une arborescence d'hominide qui serait à l'origine dans ce qu'on appelle l'homme d'Heidelberg, Heidelbergensis, donc qui serait probablement dans les mêmes rameaux des arborescences humaines qui se sont modifiées que les Néandertaliens, à côté. Mais tout ça, c'est des choses qui sont là. Donc je ne peux pas avoir beaucoup de réponses sur l'ensemble de ces questions, si vous voulez. Je ne l'ai pas traité sur l'œil, parce qu'il y a beaucoup de questions philosophiques très complexes que nous avons laissées en suspens et qui m'ont obligé à improviser comme ça pour pas trop s'emmerder, peut-être. Est-ce que, sur quoi que ce soit, sur les grottes, sur les sapiens, vous auriez des questions à poser, ou que ça vous ait apporté des questionnements? Oui, madame, pardon. Soit ce truc, si vous voulez, comme ça. Si cette conférence, elle pourrait avoir lieu à nouveau, enfin... C'est-à-dire, moi, je ne suis pas conférencier, donc quand j'ai dit à Bonnel, si tu veux, je travaille là-dessus, j'ai cumulé beaucoup de choses, et je me suis rendu compte qu'il y en avait pour... Donc j'ai dit peut-être, comme je l'ai fait pendant 3 ans pour les peuples premiers, vous, je ne l'ai pas fait. Donc, comme je disais, j'avais un ami qui venait fréquemment. Donc j'ai parlé pendant, je sais pas, pendant 20 séances. Mais venir à Bagnoul, c'est tout ça, c'est un peu compliqué pour moi aussi. Donc il est possible que je reprenne cadrer, bon, ce que j'avais joué, de cadrer d'une certaine façon, alors que je n'ai pas fait en raison de ça. Ça vous a peut-être amusé, parler des Indiens, de parler de ci ou de ça. Il y avait beaucoup d'autres éléments qui étaient un peu plus complexes, un peu philosophiques, dont effectivement, ce sont les prolégomènes, un premier questionnement, un préalable à quelque chose qui, moi, me conduit nécessairement, puisque je l'avais déjà questionné depuis un moment, à la robotique, à l'intelligence artificielle, qui sont quand même ce qui nous advient. C'est pas compliqué. Si à 20 ans, vous avez dit que votre bagnole vous dirait, tiens, prends la route pour aller là-bas, ça nous paraît évident. Mais ça change rien. Hein. Moi, le premier chaman que j'ai vu, par hasard, le type, il avait déjà, alors qu'il est dans une grande tradition, pas les chamans de la forêt, c'est les chamans de nos plateaux, chez lui, il avait un ordinateur déjà. Vous comprenez que vous prenez un sapiens, vous lui faites quelques leçons d'auto-école, et puis il sera servi du GPS très vite, hein. Plein de cerveau que nous. Donc, oui, effectivement, ce que vous dites, madame, c'est vrai que je peux dépiauter rapidement un certain nombre d'éléments, peut-être un peu anecdotiques, bon, voilà, sans faire, si vous voulez, la totalité d'une logique, d'une dialectique plus complexe sur tout ça. Moi, j'ai une question. Madame. Sinon, je répète votre question, peut-être. Oui. En fait, par rapport au métaverse... Je répéterai la question de madame. Par rapport au métaverse, justement, je me demande quel est l'intérêt de cette représentation. Vous avez évoqué tout au long de votre conférence les différents sens des représentations, pourquoi les hommes... les êtres humains sont mis à représenter les choses, les gens, mais du coup, là, moi, j'ai du mal à me représenter à quoi ça sert de se créer un casque virtuel, sauf si c'est de façon ludique, mais sinon, quel autre sens ça peut avoir? Bon, je pense que, vous posez des questions pertinentes, parce que avant, si vous voulez que ça devienne privé, ce genre de choses, vous avez des simulateurs de vol, vous avez des tas de choses qui fonctionnent sur un même principe. Pas eu la question. Comment? Ah oui, pardon. Madame pose la question de l'intérêt de la réalité virtuelle. Il y a 2 types de réalité aujourd'hui différentes. On appelle la réalité augmentée, je ne vais pas parler de ça, et la réalité virtuelle qui touche aux images. La deuxième chose que je n'ai pas traitée, mais dont les portraits permettaient de traiter, qui est une question de départ,
c'est la reconnaissance faciale. Donc il y avait une proposition qui avait été faite, mais pas développée, sur la façon dont la Chine traite aujourd'hui ses habitants à partir de ça. Ce qui pose la question énorme qu'avait soulevé déjà Foucault dans Surveiller et punir. Mais là, il y a plein de choses. Oui, dites-moi. Alors, je ne réponds pas, madame. Non, vous permettez? Moi, je n'ai pas de réponse spécifique. Quand vous parlez des simulateurs de vol, oui. Il existe aussi des simulateurs à l'école navale pour la marine. Alors, c'est évidemment même l'endroit double. Enfin, il y a, en fonction de l'état de la mer, on a à la fois toute la navigation qu'il faut faire, tout ça d'une manière virtuelle. Virtuelle. C'est évidemment très pratique au point de l'enseignement, ça coûte beaucoup moins cher. Ben, quand vous parlez d'enseignement, c'est un peu la question posée par les Inuits. C'est-à-dire, la particularité, que moi je suppose, hein, parce que j'ai des idées de science-fiction là-dessus, je ne peux pas vous les livrer pour l'instant, à propos du métavers, si vous voulez. Mais des particularités actuelles, le lien que je fais personnellement, discutable, hein, entre le fait que pour quelles raisons, ensuite j'avais mis le principe, on montre un œil, on expliquait l'œil, le cerveau, on n'expliquait pas, et puis la main, une main qui était projetée aussi sur un mur. Donc il fallait en même temps que le cerveau, qui avait l'habitude peut-être de tailler des silex ou autre chose, produise du symbole, d'image de choses qui n'étaient pas là. Ces animaux, si vous voulez. On était déjà dans du virtuel, peut-être précisément, mais ça c'est probablement certain, que les êtres qui étaient là, ils n'avaient pas comme au cinéma. Ils rencontraient l'esprit des animaux. Mais ça c'est autre chose, que je n'ai pas le temps d'évoquer. Ça peut être aussi tout à fait une signature, simplement. C'est une... Évidemment, toutes les couches d'hypothèses, si vous voulez, un peu comme les couches à Totavel, sont discutables. C'est pareil, quand on dit l'erreur de Descartes, je trouve c'est con. Descartes a fait ça à l'époque, je pense dont je suis avec du sens. Comme Newton, si vous voulez expliquer l'univers après Einstein, Newton ça suffit pas. Mais pour aller sur la Lune, Newton ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des couches particulières, mais aujourd'hui, l'accélération des technologies qui travaillent dans ce secteur produisent ce que j'appellerais, à mon avis, quand je vois des enfants, c'est des termes à moi. J'emprunte, si vous voulez, un peu la technologie, des termes, des câblages nouveaux dans le cerveau. Quand il n'y avait pas l'écriture, ben, votre cerveau ne traitait pas l'écriture. Toutes ces zones se sont régulées, ce système est tellement complexe, si bien qu'aujourd'hui la robotique, laquelle je m'intéresse depuis pas mal de temps aussi, essaie de trouver des possibilités de similitude à correspondre à ce qui se passe comme traitement des données dans le cerveau. On avance un petit peu, parce que dès qu'on touche à l'émotionnel, c'est très complexe. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire notre cerveau, peut-être pas le nôtre encore, mais ces nouvelles générations qui ont toujours un truc à la main, c'est comme les selfies. Ça rappelle un peu, finalement, le stade du miroir. C'est pas très bien ce que ça signifie. Ça a l'air comme ça. Bon, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, ça resitue quelqu'un dans un moment du temps, soit qui va rester, soit qui passe, mais de son image, c'est encore un fantôme, cette image. Toutes ces choses sont complexes. Donc, quand Derrida, si vous voulez, si vous voyez le film, ça dure 5 minutes, hein, regardez-le. Quand il lit, il laisse entendre que quand il est filmé, lui, c'est un fantôme. Et particulièrement, quand vous le voyez avec le recul, sachant que Pascal Augier est morte à 26 ans d'une overdose, la même année qu'elle présente le film que vous pouvez voir avec, comment il s'appelle, le comédien français connu, peu importe. Vous considérez en plus que c'est un vrai fantôme alors que vous le voyez sur un écran d'ordinateur, c'est très troublant, si vous voulez, cette considération. Mais qui est très ancienne. Derrida appelle ça il invente des mots, la demeurance. Ça veut dire je ne le dis pas comme ça, il faudrait plus le temps. Je suis tout le temps en train de mourir, si vous voulez. Je suis tout le temps dans cet espace de l'entre-deux. Moi, je fais une flèche en montant entre le Dasein, c'est-à-dire que je suis là, et puis je suis un être jeté pour la mort. Mais on rentre dans des choses où l'image est en jeu. L'image est en jeu. Alors, ce qui est curieux, pour terminer là-dessus, c'est que dans la grotte Chauvet, il n'y a pas
il n'y a pas de personnage humain, il n'y a pas d'humain. Dans l'ensemble des grottes de cette période du Paléolithique, avec des phases différentes, alors il n'y a qu'une grotte en France qui s'appelle les grottes de la Marche, dans la Vienne, où il y a des images, des espèces de gravures comme celle de la fille qui a dessiné le profil, ça a l'air un peu, ça a l'air authentique, on ne sait pas très bien, 13 000 ans, 13 000 ans. Quand les humains vont peu aller dans des grottes faire ça, il y a d'autres raisons qu'ils fassent sur des murs aussi. Et là aussi, il y a des particularités que je ne vais pas développer ici, s'il vous plaît. Mais on est déjà dans des projections presque aussi virtuelles. À quoi ça, enfin, si on peut dire ça comme ça. Donc ce que je pense, pour répondre à madame, qui est un truc un peu comme ça, mais je pense que ce film qui vient de sortir il y a 3 jours, là, les 5 niveaux du cerveau traitent ces questions que je laisse en suspens en partie. J'écoutais un peu ce matin, en déjeunant, ce que disaient les gens qui l'avaient fait, il y avait des informaticiens, des grands spécialistes, ils n'apportaient pas plus d'éléments qu'on connaît aujourd'hui, si vous voulez. On ne sait pas. Mais l'avancée technologique va nous conduire à ça. Bah, une bagnole qui se conduit toute seule, bah, je veux dire, ça commence à être... Bon, ça nous paraît évident, mais enfin, je ne sais pas si... On réfléchit un petit peu. Donc, toutes ces simulations qui sont des modes de l'interprétation étaient déjà présents. Donc, ce que je pense, c'est que des nouveaux câblages se créent dans le dispositif neuronal chez les nouvelles générations qui créent par une extériorité. C'est-à-dire on n'a pas intégré la machine en nous. The Ghost is the Machine, qui est une plaisanterie de Ryle pour dire, bon, je parle de ça, j'espère que ce Descartes ne se sent pas insulté, mais c'est pas ça. Moi je le prends en disant, effectivement, il y a peut-être The Ghost is the Machine ou The Machine in the Ghost. C'est-à-dire, ces choses-là sont troublantes. Et pour moi, elles étaient déjà à la grotte Chauvet, si vous voulez. Et elles le sont toujours. Et en plus, se surajoute ce dont je n'ai pas parlé, de Miami, qui serait une complication qui est l'aura, dont il parle à propos déjà des grottes, tout ça, qui est une dimension très spécifique du fait que quelque chose de particulier nous fasse plus croire que c'est vrai. C'est ce que dit le grand peintre Appel. Il dit la différence entre ce que je fais, c'est un des plus grands peintres de l'histoire, c'est que j'avais la charisme, une espèce de grâce particulière. Ça, quand vous êtes devant, je ne sais pas, dans la première fois où j'ai vu certains tableaux que je n'avais pas vus en vrai, vous restez, je n'ai pas traité ça. C'est une question aussi, qui touche à l'extase, à des choses comme ça. C'est-à-dire des modifications particulières de nos systèmes de représentation. Autrefois, on disait c'est beau, c'est pas beau, tout ça. On est au cœur de choses qui sont encore à débroussailler. Merleau-Ponty l'a fait d'une façon un peu complexe, avant de mourir, en 61, sur ce petit bouquin. Et j'ai à peine aujourd'hui esquissé des choses que, dans les réponses dont je parle, on est véritablement dans une mutation réelle, dont l'idée c'est, je posais comme idée, est-ce que l'image, comme telle, de l'image, la notion d'image n'est pas une interface entre le cerveau et la machine, ou l'inverse. Et pour moi, c'est une question que j'ai un peu développée dans ma tête. Je ne suis pas spécialiste, hein, je suis un amateur. Mais ça, c'est une question qui me paraît quand même essentielle. Il faut attendre, nous, malheureusement, peut-être qu'ils sont là, dans les 2 ou 3 décennies qui viennent, on ne pourra pas mesurer cette mutation totale. C'est au-delà du feu, qui a été quand même important, au-delà certainement, peut-être même de l'acquisition de la parole, ou ensuite, effectivement, même de l'imprimerie. On est passé dans une phase extrêmement questionnante, mais elle a été déjà, au préalable, un peu questionnée autrement, par des rapports humains avec le monde. Et tout ça est allé très vite. Ne fût-ce que quand, si vous prenez les gens qui ont filmé les anthropologues, bon, les travaux que j'avais fait sur un mec qui s'appelait Jean Rouche, il faisait des films en Afrique, il en a fait beaucoup, mais il avait une pellicule dans les années 50 qui permettait que 15 secondes de trop. Aujourd'hui, vous sortez votre appareil numérique, c'est insensé. Vous avez l'image. Et là, ce n'était pas encore le cas dans les années 80. Il fallait encore adapter ce bonhomme, encore l'analogie.
On ne mesure pas, si vous voulez, comment l'arrivée du numérique, c'est-à-dire la pixelisation, c'est-à-dire que dans un contexte, ce qui se passe maintenant dans nos cerveaux, vous voyez, vous écoutez, c'est que toutes les images, comme dirait, chaque fois l'image change, c'est la dynamique de ce que vous voyez de moi ou de quoi que ce soit, va se retourner sur votre rétine, s'engager par des processus électriques, c'est-à-dire il y a une transformation de la lumière du photon en dynamique électrique qui va se propager. On ne connaît pas. On connaît, malgré, si vous voulez, l'imagerie cérébrale, qui est aussi une des données, qui évolue, qui s'appelle aujourd'hui Human Brain Project. Ça fait des années que les gens travaillent là-dessus, mais mon point de vue personnel, c'est qu'il y a une trop grande peut-être tendance de comparer notre cerveau avec la machine. Et ça, c'est troublant. Si on s'interroge sur une certaine éthique, ça va poser des soucis qu'on n'imagine pas. Et on est dedans, on ne se rend pas compte. Bon, on a fait le scanner l'autre jour, n'importe quoi, mais même il y a 30 ans, j'étais dans des congrès où on commençait à se demander si c'était bien qu'on voit le fœtus de la personne qui va accoucher. Ça se passe même plus. C'est une telle évidence. N'importe où, n'importe quelle infirmière aujourd'hui. On ne mesure pas tout ça. On est pris sans s'en rendre compte dans une autre foi perceptive. Sans très bien savoir. C'est quand même avec le moyen. C'est un peu long. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Oui, bien sûr. C'est à propos de ce que vous avez dit sur le texte, le livre de Damasio sur l'erreur de Descartes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage de quoi il parle? Non, c'est pas possible. On n'a pas déjà développé le concept, c'est très complexe. C'est un neurologue connu, j'ai entendu, il a fait d'autres bouquins. Mais aujourd'hui, il arrive à une limite quand on écoute. La particularité de Damasio, qui a plus que de l'intérêt, c'est un des grands neurologues qui a pu mettre en priorité l'émotionnel, qui n'est pas Human Brain Project, on s'intéresse peu. La robotique essaye de produire chez un robot, qu'on va le faire maintenant déjà, mais trouver tout l'espace émotionnel humain, c'est pas encore simple à reproduire. Mais les travaux se font croisés entre le médical, on travaille sur le cerveau, entre les machines, c'est un truc de fou. Je prenais un autre exemple que je disais l'autre jour à Donald pour rigoler, à propos de l'œil. J'ai des idées bizarres. Je me posais la question, puisque j'allais en parler de ça, parce que je ne sais pas, sur les autres espèces de dieux, les insectes, les mouches, nous. Donc on n'a pas la même vision. Et par hasard, j'ai dit à Donald, je me suis posé la question, est-ce qu'une mythe, la mythe qui bouffe vos pulvers, tout ça, elle a des yeux? Je vais vérifier. Cette mythe a 2 yeux. Bon, j'essaie d'attraper les mythes de fou. Mais bon, jusque-là, c'est pas terrible de savoir qu'il y a 2 yeux. Et puis en même temps, je lis qu'effectivement, dans une université de Virginie, des gens ont pris la même considération des yeux des mythes pour produire des nouveaux... pour produire de l'électricité. Des panneaux électriques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on passe d'une chose qui paraît d'une banalité complètement folle au fait que les technologies actuelles récupèrent toutes ces données. Vous imaginez faire circuler un virus, dans le cas dont je vous ai parlé, un virus, c'est ce qui m'est arrivé si je voulais en parler, j'ai fait tout le travail sur le... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire QR code? QR, ça vient d'où? On dit des mots, c'est pas ce que c'est. Quick response. Ça veut dire réponse quasi immédiate. C'est ce qui se passe dans votre cerveau, si vous voulez. Et on essaie chaque fois d'aligner curieusement cette réponse immédiate. C'est curieux. Le pixel, je voulais travailler pixel. Le mot pixel, c'est des petits carrés donc, qui sont ce qui se passe dans l'œil, mais transformés mathématiquement pour donner des petits carreaux qui permettent d'aller dans les machines. L'analogie qui ne marche pas. Pixel, ça vient de picture. Image.
Donc, vous voyez, nous sommes des milliards à avoir été vaccinés. Moi, j'avais fait le topo pour essayer de traduire en termes simples la signification de ces vaccinations et la signification du QR code que vous présentez un peu partout, qui a été inventé par un Japonais. Il l'a inventé pour imiter un petit peu le jeu de Go. C'est pour ça que c'est un peu... Après, ça a été changé. Et vous avez deux types de pixels, noir et blanc. C'est tout, là-dessus. Et à l'intérieur de ça, on va savoir, pour l'instant, où ça a été fait, on saura presque tout. On découvre, nous, parce qu'on ne savait pas, à l'Asie, bientôt, c'est ce que vous allez faire, vous allez passer la caisse du supermarché avec votre truc, tout sera fait automatiquement. Ça paraît bizarre, ça. Ça passe par des images, des images bizarres. Je ne sais pas si vous mesurez la curiosité invraisemblable des questions que ça pose sans aller chercher de la philosophie encore plus compliquée. Voilà. Alors, je suis un peu désolé d'avoir été un peu rigolé. Raconter des petites histoires.